Alors, bonjour ou plutôt bonsoir. Ravi encore une fois de partager avec vous ce topo sur l'allergie aux protéines de lait de vache et surtout sa prise en charge diététique. Donc, on m'a demandé de parler de la prise en charge diététique de l'allergie au lait de vache. Comme vous le savez, c'est la première allergie chez l'enfant qui continue quand même à poser des problèmes déjà à l'étape diagnostique. Alors, autant les formes IgE médiées sont relativement faciles à évoquer et à diagnostiquer, autant les formes non IgE peuvent justement traîner avant qu'elles ne soient diagnostiquées et finalement prises en charge. Alors, pour mes conflits d'intérêts, alors ça marche pas, c'est bon. C'est un sapot qui est sponsorisé par Danone Nutrition, donc je remercie pour justement nous donner cette occasion de parler de l'allergie au lait de vache. Alors, j'ai préféré commencer par un petit quiz, juste pour se situer par rapport justement à cette thématique, avant d'aborder la prise en charge diététique. Alors, à votre avis, concernant l'épidémiologie et le diagnostic de l'APLV, l'allergie aux protéines de lait de vache, quelles affirmations sont vraies? La prévalence réelle de l'APLV est proche de 10% selon les tests diagnostiques. L'APLV est la première allergie alimentaire chez l'enfant de moins de 3 ans. La prévalence de l'APLV mesurée par le test en double aveugle est inférieure, le test de provocation en double aveugle est inférieur à 1%. Le diagnostic repose uniquement sur les tests cutanés. Quelles seraient les réponses justes? Bon, la réponse A. Oui, non. La réponse B. La C et la D. Bravo, ça me rassure, donc je pourrais peut-être avancer un peu plus rapidement. La deuxième question, quels sont les éléments à prendre en compte pour choisir une formule de substitution de l'APLV? L'âge du nourrisson, le prix du lait hypoallergénique, le goût préféré des parents, le phénotype immunitaire de l'enfant. Alors, on tient compte quand même de l'âge du nourrisson, le prix aussi, ça compte. Et bien sûr, le phénotype immunitaire de l'enfant, c'est une forme sévère ou non de l'allergie au PLV. Il y a un petit décalage entre... Alors, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont correctes concernant les formes cliniques de la PLV? Alors, les formes IgE médiées peuvent entraîner des réactions anaphylactiques. Les formes non IgE médiées donnent principalement des symptômes cutanés. Les formes mixtes sont souvent associées à des pathologies à eosinophiles. Mixtes, c'est-à-dire IgE et non IgE. Les formes IgE médiées guérissent plus lentement que les formes non IgE médiées, ou l'inverse. Bon, voilà. On a les réponses justes. Et puis peut-être la dernière question. Alors, concernant les formules hydrolysées extensives utilisées en cas d'APLV, alors quelles affirmations sont vraies? Alors, elles contiennent uniquement des acides aminés libres. Alors, vous savez, on va en tout cas en parler. On propose des hydrolysats extensifs pour la prise en charge diététique finalement de ces APLV. Alors, est-ce que ces formules contiennent uniquement des acides aminés libres? Elles doivent être tolérées par au moins 90% des enfants allergiques pour être recommandées. C'est une exigence. Elles ne sont pas indiquées en cas de forme sévère ou persistante de la PLV. Et dernière proposition, elles présentent un goût amer, moins bien accepté chez les enfants plus âgés. Alors voilà un petit peu pour les propositions. Juste, elles ne contiennent pas uniquement des acides aminés libres, il y a des oligopeptides. Ah oui. D'accord. Ah oui. Okay. Alors, et puis une dernière question. Alors, quelles propositions sont justes concernant la réintroduction maintenant du lait de vache chez un enfant allergique au PLV? La réintroduction doit se faire systématiquement à domicile, quelle que soit la forme clinique initiale.
En cas d'AP élevé non IgE modéré, une réintroduction à domicile peut être envisagée après 4 à 6 mois d'éviction. Peut-être, alors c'est le peut-être. D'accord. La réintroduction peut commencer par du lait cuit intégré dans des biscuits. Vous hésitez encore. Et puis un test de provocation orale est obligatoire dans tous les cas, même pour les formes légères. Par précaution. Oui? Non? Eh bien, très bien. Donc, vous avez quand même une base assez solide pour comprendre en tout cas la suite. Alors, effectivement, en cas d'AP élevé non IgE modéré, une réintroduction peut être envisagée à domicile. Et la réintroduction peut commencer effectivement par du lait cuit intégré dans les biscuits. Alors, comme je l'ai dit au début, l'allergie au lait de vache est la première allergie finalement chez l'enfant avant l'âge de 3 ans, avec une prévalence, en tout cas on va y revenir, de 2 à 3% des nourrissons de la population générale et 2 à 4% de la population atopique. C'est une préoccupation, je dirais, quotidienne aussi des pédiatres. Comme j'ai dit, il y a des formes IgE qu'on diagnostique rapidement et peut-être facilement, et les formes non IgE qui sont déroutantes et qui peuvent justement traîner avant qu'elles ne soient diagnostiquées. Mais dans tous les cas, un régime d'éviction doit être instauré une fois le diagnostic, bien sûr, est retenu. Et quand on décide finalement d'instaurer ce régime, ce n'est pas toujours évident justement de poursuivre ce régime, vu le coût d'une part de produits qu'on va voir tout à l'heure, mais aussi les difficultés justement d'acceptabilité de ces hydrolysats de protéines de lait de vache. Alors pour l'épidémiologie, il existe des preuves de surdiagnostic de l'AP élevé. Quand on se réfère aux parents, la prévalence serait de l'ordre d'environ 10%, c'est-à-dire qu'on fait des questions, quand on demande aux parents est-ce que votre enfant est allergique, il va sûrement faire le lien entre peut-être l'introduction de lait de vache et les manifestations cliniques. Et on a souvent tendance justement à surestimer la prévalence de l'AP élevé. Mais quand on fait les tests de provocation, qui représentent le test standard, le gold standard pour le diagnostic, on va dire, de certitude de l'allergie au PLV, là vous avez une prévalence qui ne dépasse pas normalement 1%. Alors juste pour rappeler la teneur du lait de vache en protéines, ça vous le savez aussi, le lait de vache il est plus riche que le lait de femme en protéines, et ces protéines sont tellement justement variées. Et on retrouve effectivement plusieurs types d'allergènes parmi les protéines du lait de vache. Alors en tête, vous avez les caséines qui représentent plus de 80% des protéines du lait de vache, et puis vous avez les protéines du lactosérum. Et on le sait, les profils qui sont associés à la caséine, c'est-à-dire quand on est allergique à la caséine, on a souvent une allergie qui est relativement sévère et qui a une tendance plutôt à persister, à la différence finalement de l'allergie aux protéines de lactosérum. Comme quoi, c'est toujours important de préciser quel est l'allergène au sein du lait auquel l'enfant est allergique, parce que vous allez pouvoir vous prononcer par rapport au pronostic finalement de cette allergie. Alors les peptides antigéniques, alors autre chose, il n'y a pas de relation vraiment entre les symptômes présentés et la protéine en cause, qu'il s'agisse de caséine ou de protéines de lactosérum. La sévérité de l'allergie en fait, n'est pas obligatoirement liée au type de l'allergène, et donc vous pouvez avoir des formes sévères ou là des formes mineures avec n'importe quel allergène. Alors pensez aussi aux réactions croisées possibles, parce que vous avez les caséines, surtout alpha, qui sont retrouvées aussi dans le lait de chèvre et le lait de brebis, et donc vous avez une allergénicité croisée entre le lait de vache et le lait de ces mammifères qui peut avoisiner les 80%. Et puis vous connaissez probablement certainement l'histoire de la sérumalbumine, qui est une protéine aussi de lactosérum du lait de vache, mais qu'on retrouve aussi dans la viande bovine. Alors vous aurez certainement des mamans qui vous demandent, alors mon enfant il est allergique au lait de vache, est-ce que je peux lui donner de la viande bovine? Ça dépend de la forme. Alors, comme quoi il faut être sûr de l'allergène finalement, d'abord, qui est responsable. Donc, on peut demander les IgE spécifiques dirigés contre ces différents allergènes. Et puis, il y a quand même une notion qu'il faut savoir, que, heureusement, la sérumalbumine est une protéine qui est thermorésistante ou thermolabile.
voilà, il est thermolabile. Et donc, une fois on cuit la viande, normalement, on dénature la protéine. Donc, il n'y a pas de risque, même lorsqu'on est sensibilisé. Et vous connaissez la nuance entre être sensible et être allergique. On peut être sensible, mais pas obligatoirement allergique. Donc, quand on est sensibilisé à la sérumalbumine, on n'est pas obligatoirement allergique à la viande, parce que, enfin, en tout cas, on va dénaturer la viande si elle est bien cuite. Alors, il y a aussi le pronostic, on va dire, de l'allergie qui dépend finalement, quand on parle de caséine ou de protéines solubles, ça dépend tout particulièrement de la présentation de la protéine. Alors, quand il s'agit d'épitopes conformationnels qui prend une certaine forme spatiale, là, vous avez une allergie qui est plutôt transitoire parce que ce genre d'épitope est sensible à la chaleur. Et les épitopes plutôt linéaires, ils résistent plus à la chaleur. Et donc, vous avez une allergie qui a plutôt tendance à persister et à être relativement plus sévère. Alors ça, c'est juste pour rappeler les deux types d'allergies qu'on peut avoir vis-à-vis de lait de vache. Il y a les formes immédiates, ce qu'on appelle aussi les hypersensibilités immédiates, qui sont médiées par les IgE spécifiques. Et puis, vous avez bien sûr les hypersensibilités retardées, d'un mécanisme plutôt cellulaire, qui implique les lymphocytes T. Alors, pour les allergies au PLV, vous avez donc les formes IgE et le genre de manifestations qui devraient nous faire évoquer ce mécanisme, on va dire, allergique, les signes cutanés tels que l'urticaire, l'œdème, les signes digestifs, le syndrome oral, les vomissements, la diarrhée. Vous pouvez même avoir des signes respiratoires avec l'allergie IgE médiée. Dans la forme non IgE, c'est plutôt des signes digestifs. Parfois, on a aussi de l'eczéma, mais là c'est une autre question, on va dire. Vous avez les formes mineures avec des symptômes qui rappellent en tout cas les troubles fonctionnels habituels. Et certains, ça vous le savez aussi, certains troubles fonctionnels, des fois on pense aussi à l'allergie quand ils ont tendance à résister au traitement habituel ou quand ils ont tendance plutôt à persister. Donc on tente au moins le régime d'éviction pour ce genre de pathologie, pour ce genre de symptômes ou de troubles. Mais vous avez quand même des formes assez sévères dont on a parlé aussi aujourd'hui, le CEPA ou l'entérocolite induite par les protéines alimentaires. Vous avez aussi la proctocolite allergique et vous avez l'entéropathie allergique qui sont des formes non IgE pures avec des manifestations uniquement digestives. Et vous avez les formes mixtes qui sont souvent associées aux pathologies digestives à eosinophiles, notamment l'œsophagite à eosinophile ou la gastrite ou l'entérocolite à eosinophile. Alors, les formes IgE sont associées souvent à un terrain atopique. Les signes cutanés sont très fréquents, l'œdème en particulier ou l'urticaire. Ils ont tendance à guérir vers l'âge de entre 1 et 2 ans. Et les formes persistantes sont à haut risque d'anaphylaxie, c'est-à-dire les formes notamment liées à la caséine ont tendance à faire des réactions, elles ont tendance à persister et c'est des enfants qui ont tendance à faire de l'allergie. Alors, heureusement que c'est une allergie qui est transitoire. Je vous ai dit que la guérison peut être acquise entre 1 et 2 ans. Alors, vous avez 1 à 3% de la population qui serait touchée avant 3 ans, mais uniquement 1% entre 2 et 14 ans. Vous voyez que chez l'adulte, la prévalence a tendance à baisser, c'est-à-dire que la tendance habituelle de l'allergie au lait, c'est la guérison ou l'acquisition de la tolérance. Pour les formes digestives non IgE médiées, il y a aussi un contexte atopique familial qui est fréquent. Bon, il y a souvent un peu d'eczéma, mais on a surtout et essentiellement des signes digestifs exclusifs. La guérison est acquise généralement entre 9 et 12 mois, mais attention aux formes un peu plus sévères. On a parlé de CEPA, c'est une allergie qui est non IgE, mais elle a tendance à guérir un peu plus tardivement, et là, c'est des formes relativement un peu sévères, on va dire, de l'allergie non IgE. La réintroduction est possible à domicile, mais toujours après un test cutané ou IgE spécifique. Pourquoi, à votre avis? Alors, on est sur une allergie qui est non IgE a priori, parce qu'on a pu même faire des tests cutanés ou des IgE spécifiques qui étaient négatifs. Mais quand on décide de réintroduire, il faut absolument réévaluer et vérifier s'il n'y a pas eu effectivement un switch vers une forme IgE. Donc, on peut avoir un changement de mécanisme, on va dire, de l'allergie. Et donc, il faut justement faire ce test. Alors, le diagnostic, là aussi, je ne vous apprends pas grand-chose. Donc, ça est basé donc finalement sur la clinique, éventuellement sur les tests allergologiques, donc les tests cutanés, les IgE spécifiques. Mais la confirmation, en cas de doute, est apportée par le test de provocation. Après justement une éviction de 2 à 4 semaines, on fait un test de réintroduction pour finalement retenir ou non le diagnostic de l'allergie au lait de vache. Là, c'est un algorithme où on voit un petit peu est-ce qu'on aurait besoin d'un TPO.
que ce soit dans les formes immédiates. Vous pouvez avoir une forme qui évoque éventuellement une allergie de type IgE médié, mais il y a quand même un doute. On fait des IgE spécifiques, ils sont positifs. Ça conforte notre diagnostic, ils sont négatifs. Pour justement éliminer ou retenir une allergie, on passera éventuellement par un TPO. Et justement, le TPO aurait justement une place dans les différentes formes de l'allergie au lait de vache. Alors, est-ce qu'il faut faire des tests avant la diversification alimentaire, quand on est allergique au lait de vache? Alors, a priori, ce qu'on recommande pour la diversification alimentaire, c'est de diversifier l'enfant de la même manière qu'un enfant qui n'est pas allergique ou qui n'est pas atopique, sauf peut-être dans les familles où vous avez des cas d'allergie éventuellement aux fruits à coque et à l'arachide en particulier. Là, on pourrait faire justement un test IgE spécifique ou test cutané, mais on ne va décider de l'éviction de ce genre d'aliments que suite à un TPO. D'accord? Alors, il y a même certains qui disent qu'il ne faut pas faire ce genre de test parce que c'est anxiogène. Si on commence à tester tous les autres aliments, les mamans auront tendance à ne pas introduire et donc ils vont retarder. Donc, la tendance est de ne pas faire de test, sauf peut-être dans certaines situations particulières. Alors, pour l'histoire naturelle finalement de l'allergie alimentaire et de l'allergie au lait de vache qui nous intéresse aujourd'hui, donc la tendance c'est justement la guérison de l'allergie à plus de 76% avant l'âge de 5 ans. On n'a pas de guérison à 100% entre 1 et 2 ans, mais en tout cas, beaucoup d'enfants quand même guérissent entre 1 et 2 ans. Et la tolérance, effectivement, elle est acquise avec un switch qui se fait entre les IgE pour les formes IgE vers des formes IG4. Et les IG4, effectivement, c'est des immunoglobulines de tolérance. Et donc, quand on les augmente vis-à-vis dirigés contre l'aliment, c'est un signe plutôt de tolérance et non pas d'allergie. Nous avons quand même des profils qui auraient tendance à avoir une allergie qui est persistante et on a lié cette persistance de l'allergie d'une part au taux des IgE spécifiques entre l'âge de 1 et 4 ans. Quand on a un taux qui dépasse les unités, en tout cas avant l'âge de 4 ans, la tendance serait plutôt à la persistance de l'allergie. Donc ça, c'est un facteur de risque. Et l'autre facteur de risque, c'est quand il y a association avec des comorbidités allergiques. Un enfant qui est en plus asthmatique, qui a en plus une rhinite allergique, là, il a plus de risque d'avoir une allergie qui va persister. Alors, quelle prise en charge finalement pour l'allergie au lait de vache? Bien sûr, la base de la prise en charge, c'est l'éviction du lait de vache, minimum 6 mois. La poursuite de l'allaitement maternel quand c'est possible. Et le remplacement finalement du lait chez les enfants qui sont allaités par une formule infantile, on va remplacer leur lait par un hydrolysat poussé ou extensif du lait de vache. Sinon, vous avez d'autres alternatives, mais qui ne sont pas disponibles, en tout cas on va y revenir, les hydrolysats de protéines de riz. Vous avez aussi les formules à base de protéines de soja et finalement les formules à base d'acides aminés dans les formes relativement sévères ou dans les formes qui résistent aux hydrolysats extensifs du lait de vache. La réintroduction se fait aux alentours de l'âge de 1 an, ça dépend un petit peu des formes cliniques. Et l'ITO, l'immunothérapie orale, c'est-à-dire la désensibilisation, va être proposée pour les enfants qui ont tendance à prolonger leur allergie. Alors, pour les hydrolysats ou les formules de substitution chez les enfants qui sont sous allaitement artificiel, alors nous avons donc les hydrolysats de protéines du lactosérum, et chez nous, nous avons l'Aptamil Pepti Junior, et nous avons les hydrolysats de caséine. Alors, au Maroc, nous avons le Primalax EMA, où nous avons l'Aler Nova. Nous n'avons pas d'hydrolysat de protéines de riz. Vous avez comme exemple le Modilac riz. Et puis, pour les acides aminés de synthèse, vous connaissez certainement le Nuocate, qui n'est pas aussi disponible, mais dans certaines situations, on prescrit quand même cette formule pour les enfants qui résistent aux hydrolysats extensifs. Alors, la mise en place de régime d'éviction nécessite bien sûr et souvent l'aide d'une diététicienne qui va permettre finalement d'accompagner la famille pour l'apprentissage des aliments à exclure, pour la connaissance des aliments de substitution et des produits alternatifs, parce qu'on va être quand même amené à diversifier l'enfant pour après, et les parents doivent savoir quoi prendre et quoi éviter. Et quand on ne prend pas du lait de vache, il y a un risque de développer des carences nutritionnelles si la quantité de l'hydrolysat ingérée n'est pas suffisante. Et puis, bien sûr, il faut adapter progressivement le régime en fonction justement de la diversification et de l'âge de l'enfant.
Donc avant 4-6 mois, avec une alimentation qui est exclusivement lactée. Donc en cas d'allaitement maternel, bien sûr, si la PLV est diagnostiquée après les premiers biberons, l'allaitement doit être poursuivi, c'est possible. En cas de symptômes chez un enfant qui est allaité exclusivement au sein, donc des symptômes qui évoqueraient l'allergie, et c'est généralement une allergie qui est non IgE-médiée. Donc le seul test qui permet de faire le lien avec une allergie via le lait maternel, c'est l'éviction, bien sûr, des PLV chez la maman. Et on fera une éviction de 2 à 4 semaines. On va supplémenter éventuellement la maman. Et puis, si les symptômes disparaissent, on peut faire le test de réintroduction pour s'assurer. Mais sinon, on va par la suite élargir progressivement l'alimentation de la maman jusqu'à la dose maximale tolérée par l'enfant. Alors, pour les enfants qui sont sous allaitement artificiel, donc sous formule infantile et qui développent une allergie, là, bien sûr, le premier choix, c'est un hydrolysat extensif des PLV qui a fait la preuve de son efficacité. Les alternatives possibles, c'est les formules, comme je vous dis, les formules à base de protéines de riz, formules à base de protéines de soja pour les nourrissons de plus de 6 mois, donc pour des soucis de sécurité aussi. Vous connaissez probablement l'histoire des isoflavones en particulier. Et en deuxième intention, si l'enfant ne répond pas aux hydrolysats, on va être amené à proposer carrément une formule à base d'acide aminé, c'est-à-dire le fait de réduire la protéine en acide aminé libre. Il n'y a plus d'allergénicité a priori. On n'a plus d'épitope allergénique. Alors, chez les nourrissons, bien sûr, quelques préalables. Il est indispensable de vérifier la quantité d'hydrolysats consommés pour assurer un apport suffisant en quelque sorte que quand l'enfant commence à refuser, par cause, on va dire, du goût, il risque d'avoir des apports en calcium qui sont relativement réduits. Donc, il faut penser à le supplémenter éventuellement. Éviter tous les produits laitiers de vache, notamment lors de la diversification alimentaire. Faire attention aux contaminations protéiques via aussi les produits contenant du lactose. Alors, il est indispensable aussi d'éviter les laits des mammifères, chèvres, brebis. Je vous ai parlé de l'allergénicité croisée. Ne pas utiliser, on va y revenir, les laits végétaux. En fait, c'est des jus végétaux, ce n'est pas vraiment des laits. Bien que la législation a permis l'appellation de certains jus, lait d'amande, lait de coco, mais à la base, ce n'est pas des laits. Ça, vous le savez, c'est des jus végétaux et qui ne sont pas du tout adaptés à l'alimentation infantile. Alors, en pratique, le choix d'une formule hypoallergénique va être basé sur l'âge du nourrisson, la sévérité, la fréquence et la persistance des symptômes. Il y a le phénotype immunitaire, le profil de croissance, le coût aussi de la formule, la preuve in vivo de la tolérance et bien sûr de l'efficacité de ces formules. Alors, il y a toujours un souci de sécurité allergénique et normalement, les formules infantiles hydrolysées ou extensivement hydrolysées, elles contiennent des acides aminés, mais elles contiennent surtout des oligopeptides avec un poids moléculaire de moins de 1,3 kg Dalton. Donc, c'est la condition pour peut-être éviter la reproduction ou la persistance d'oligopeptides qui seraient potentiellement allergéniques. Il faut que la formule soit bien acceptée, il faut qu'il y ait quand même un impact nutritionnel qui soit comme pour les laits habituels. Il faut respecter aussi les apports recommandés avec ces formules hydrolysées. Et pourquoi pas espérer aussi aller forcer le système immunitaire et faire accepter progressivement les protéines de lait de vache avec ces formules hydrolysées. Et on va voir un petit peu rapidement les laits qui sont supplémentés en certains probiotiques. Ça bloque. Alors justement, pour comparer les hydrolysats poussés avec les hydrolysats partiels, et je vous le dis d'emblée, les hydrolysats partiels n'ont aucune place dans la prise en charge de l'allergie au lait de vache. Vous voyez que pour les hydrolysats poussés, vous avez une teneur quand même assez importante en acides aminés libres, plus de 15%. Vous avez des des dipeptides, donc des petites chaînettes d'acides aminés. Vous avez un poids moléculaire finalement qui est inférieur à 1,5 kg Dalton comparé aux laits hypoallergéniques qui ne sont pas du tout adaptés, comme je vous ai dit, à l'allergie au lait de vache. Donc, vous avez aussi une supplémentation de ces formules avec des minéraux, mais aussi avec des fractions lipidiques enrichies en TCM. Vous le savez certainement, la plupart des hydrolysats ont une teneur relativement plus importante en triglycérides à chaîne moyenne comparée aux formules classiques ou bien au lait maternel. Et puis, bien sûr, la condition pour qu'une formule soit considérée comme adaptée à l'enfant allergique, c'est qu'elle soit tolérée par plus de 90% des enfants qui sont allergiques au PLV. Donc, avant de mettre finalement sur le marché ce genre de formule, il faut que ça soit toléré par plus de 90% des enfants allergiques.
Alors, puis quelques réglementations relativement récentes concernant ces formes hydrolysées. Alors, par définition, enfin, les formes hypoallergéniques, où la définition de terme hypoallergique n'est pas identique entre les États-Unis en particulier et l'Europe. Aux États-Unis, doit être considéré comme hypoallergénique toute formule qui est acceptée par plus de 90% des enfants finalement allergiques. Mais en Europe, ça concerne toute formule qui contient des protéines hydrolysées. Donc, les appellations par rapport à la législation ne sont pas finalement identiques. Il y a des différences finalement entre les formules hydrolysées en fonction de l'origine des protéines, en fonction de la méthode et le degré d'hydrolyse, en fonction de l'ajout éventuellement de composants prébiotiques, probiotiques, symbiotiques, épaississants. La comparaison entre les différentes formules est vraiment difficile, donc on ne peut pas dire qu'une formule est meilleure qu'une autre tant qu'elle est acceptée ou tolérée par plus de 90% de la population allergique. Alors, vous avez donc les formules partiellement hydrolysées qui ne sont pas adaptées, comme je vous ai dit, pour la PLV, les formules extensivement hydrolysées tolérées par plus de 90%, et puis vous avez les formules à base uniquement d'acides aminés pour les enfants qui ne tolèrent pas les hydrolysats. Alors, pour les hydrolysats à base de riz et de soja, il y a ce souci de sécurité, la teneur en arsenic qui est discutable en tout cas pour les formules à base de riz, et puis la teneur en isoflavone pour les formules à base de soja qui ne sont pas recommandées avant l'âge de 6 mois. Et puis quelques aspects nutritionnels. Alors, les protéines hydrolysées, dans les formules hydrolysées, vous avez quand même 100 fois plus d'acides aminés libres que pour les formules standards. Donc, c'est ce qui garantit finalement l'acceptabilité ou la tolérance de ces formules. Pour l'apport en acides aminés, il y a un équilibre entre l'apport énergétique et l'apport en acides aminés avec un ratio de 3 à 4,5 grammes de protéines par 100 calories. Donc ça aussi, c'est des éléments, enfin c'est des détails, mais quand même ça compte pour assurer finalement des apports nutritionnels corrects à l'enfant. Pour les protéines ou les hydrolysés à base de protéines de riz, vous avez un profil en acides aminés qui est différent du lait de vache. Et donc, c'est des formules qui nécessitent une supplémentation et une hydrolyse pour une meilleure digestibilité. Et puis, il y a aussi pour les formules à base de soja, une moindre absorption des minéraux, du haut phytate. Et donc, là aussi, vous avez des supplémentations qui permettent de compenser finalement ces déficiences des formules à base de soja. Alors, un aspect quand même assez important, c'est l'acceptabilité et le goût des formules hydrolysées. Donc, vous le savez, les hydrolysats poussés ont un goût qui n'est pas accepté facilement par les enfants. Et on parle de palatabilité des formules hydrolysées qui influencent finalement l'adhésion au régime d'éviction. Et on trouve souvent des difficultés avec des enfants qui sont relativement plus âgés. Alors, l'acceptation est effectivement plus facile chez les nourrissons de moins de 4-6 mois, car le goût est influencé par l'apprentissage et les habitudes. Et vous avez donc cette stratégie de présenter plusieurs fois finalement l'aliment pendant plusieurs jours pour que l'enfant finisse par accepter. Et quand on compare les formules qui sont disponibles sur le marché, en général pour les formules hydrolysées, a priori, les hydrolysats à base de lactosérum seraient de meilleur goût comparés aux hydrolysats à base de riz ou les hydrolysats à base de protéines de soja par rapport aux meilleurs que les hydrolysats à base de caséine et bien sûr meilleurs que les formules à base d'acides aminés. Alors, le goût de la formule dépend du degré finalement d'hydrolyse et de type de protéine qui a été utilisé pour produire ces hydrolysats de PLV. Alors, une notion aussi qui est importante parce que j'ai apprise récemment, c'est que quand on propose des hydrolysats de protéines de lait de vache, ce n'est pas qu'on va proposer un aliment qui ne contient pas d'allergènes uniquement ou de protéines allergéniques, mais c'est qu'on va forcer finalement ce système immunitaire à accepter progressivement les protéines de lait de vache. Et donc, vous avez effectivement un effet même immunomodulateur des oligopeptides que contiennent ces formules hydrolysées. Alors, les hydrolysats renforcent effectivement la barrière intestinale et orientent un petit peu les réponses immunitaires vers un profil plutôt TH1 que TH2. TH2, c'est l'allergie, TH1, c'est la défense, etc. Mais en tout cas, vous avez une initiation, si vous voulez, du système immunitaire pour qu'il accepte progressivement les allergènes qui étaient rejetés. Alors, et puis vous avez justement ces probiotiques qui peuvent améliorer l'acquisition ou accélérer l'acquisition de la tolérance, comme cela a été démontré par un certain nombre de travaux. Il y a surtout Bernie Canini qui a montré que finalement, l'utilisation d'hydrolysats qui sont en plus
enrichi avec le LGG, le Lactobacillus rhamnosus GG, permet justement d'acquérir rapidement la tolérance comparée aux formules hydrolysat sans probiotiques ou aux hydrolysats à base de riz ou aux hydrolysats ou plutôt les laits à base de soja ou les acides aminés ou les formules à base d'acides aminés. Comme quoi le fait d'ajouter des probiotiques peut justement accélérer l'acquisition de la tolérance. Alors sachez aussi qu'il y a des enfants qui peuvent être allergiques aux hydrolysats de PLV et donc on va proposer les formules à base d'acides aminés, donc je passe. Alors ce qu'il faut aussi éviter quand on a un enfant qui est allergique, c'est les laits HA, on en a parlé, les préparations à base de protéines de soja, notamment avant l'âge de 6 mois, les laits de chèvre, les laits de jument qui sont des protéines, enfin des laits de mammifères mais qui ont une allergénicité, comme je vous ai dit, croisée, et puis les jus végétaux qui ne sont pas du tout adaptés à l'alimentation infantile. Donc je passe vite pour la... Alors, il y a effectivement des risques de dénutrition quand on propose ces jus végétaux et quand on maintient ces jus comme alimentation principale de ces enfants. Alors, bien sûr, la diversification alimentaire, je passe rapidement, elle doit être faite comme chez les enfants qui ne sont pas atopiques ou qui ne sont pas allergiques. Il ne faut pas se restreindre à introduire les aliments potentiellement allergiques. Et en cas justement de suspicion, on va dire, d'allergie, on peut faire un pas en arrière, aller tester et faire un test de provocation pour s'assurer réellement si l'enfant est allergique ou non. Et puis, bien sûr, les enfants qui ont des apports en hydrolysat qui sont relativement faibles, de moins de 750, il faut absolument les supplémenter en calcium. Alors, la réintroduction, je passe, ce n'est pas vraiment l'objet de ce topo, mais en tout cas, je vous ai dit qu'on réintroduit entre 9 et 12 mois pour les allergies non IgE, et en général après l'âge de 1 an pour les allergies qui sont IgE. Pour les allergies IgE, de préférence, enfin, pas de préférence, mais c'est-à-dire qu'il faut faire un TPO en milieu hospitalier avant de réintroduire le lait de vache. Bon, il y a des, en fonction de la forme aussi immunologique ou de la forme clinique, on peut être amené justement à faire des protocoles relativement différents pour la réintroduction ou pour l'induction de tolérance. Donc, je passe. Alors, vous avez ici un schéma de ce qu'on appelle les échelles d'introduction de lait de vache qu'on peut proposer même à domicile, notamment pour les allergies non IgE et qui ne sont pas sévères. C'est-à-dire on peut commencer la première semaine avec des biscuits qui contiennent du lait, et puis on passe progressivement à des formules moins cuites avant finalement d'autoriser le lait de vache. Donc tout ça, on peut l'initier à domicile dans les formes qui ne sont pas, enfin, qui sont non IgE, mais qui ne sont pas sévères. Bon, je suis presque à la fin. Alors, pour les non-tolérants, je ne vais pas m'étaler sur l'immunothérapie. Donc, les enfants qui arrivent à l'âge habituel de l'acquisition de tolérance et qui sont toujours allergiques, on va leur proposer une induction de tolérance. On fera un TPO et normalement, on commence dès le lendemain par une dose d'au moins le 10% de la dose qui a déclenché la réaction. Et on pourra progressivement augmenter les paliers jusqu'à atteindre une quantité, on va dire, acceptable du lait de vache. Voilà, on pourra vous faire un petit topo sur l'immunothérapie orale, si vous voulez. Et donc, je termine finalement pour dire que l'éviction stricte du lait et ses dérivés avec un apport nutritionnel qui reste la base de la prise en charge de la PLV. Le choix de substituts adaptés dépend un peu de l'âge et du profil allergique. La diversification, comme pour les nourrissons qui ne sont pas allergiques ou atopiques. Il faut une réévaluation régulière, bien sûr, de la tolérance. La guérison spontanée est acquise dans la plupart des cas. Et il faut des fois une approche quand même multidisciplinaire entre pédiatres, allergologues et diététiciens pour un suivi optimal de ces enfants allergiques et pour justement que leur qualité de vie soit la plus meilleure possible. Et je vous remercie. Je vous laisse quand même sur ce petit tableau pour dire que le fleuve du lait, bien que vaste, n'est pas un océan. En suivant le courant, on finit par rejoindre la rive. Il suffit de naviguer avec prudence et persévérance. Merci beaucoup. Bravo.